Bonjour et bienvenue dans le podcast Du côté du psy, vivre de la psychologie de psychologue.net Pro. Nous explorons comment les psys peuvent développer leur activité tout en préservant leur bien-être, leur éthique et la qualité de leur pratique. Aujourd'hui, nous abordons une question délicate pour ceux qui se lancent à leur compte. Comment trouver mes premiers patients ? Quand votre agenda est vide, le silence peut être pesant. Il est courant de se comparer aux autres psys et de ressentir un syndrome de l'imposteur. Mais ne pas avoir de patients au début ne remet pas en question vos compétences cliniques. Trouver ses premiers patients, c'est un processus professionnel qui demande clarté, cohérence et des décisions réfléchies. Aujourd'hui, nous accueillons Martha Gamon-Leda, psychopraticienne, pour vous aider dans les premières étapes pour trouver des patients. Alors c'est parti! Bonjour Martha, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, beaucoup de psys se demandent comment trouver leur premier patient. Alors, voici ma première question. Comment fait-on pour se rendre visible quand on est psy au tout début, sans avoir l'impression de se vendre ? Je pense que le plus important, c'est vraiment de rester authentique et de vouloir transmettre qui on est finalement. Parce que je pense qu'on n'est pas concurrent entre thérapeutes, il y a vraiment, chacun a sa personnalité. Donc vraiment rester authentique, montrer qui on est, rester simple et clair dans son message en fait. Plus on est clair et précis dans son message et plus les personnes vont comprendre qu'on peut répondre à leurs problématiques en fait, tout simplement. Et effectivement, on a remarqué que souvent, ce n'est pas forcément un problème de visibilité, mais de clarté dans le message que véhiculent certains psys quand ils se présentent sur leur site ou sur différentes plateformes en ligne, par exemple, qu'en fait, le message de présentation peut parfois manquer de clarté vraiment pour attirer des patients, pour vraiment avoir l'impression que le patient, on va répondre à un de ses besoins de manière très concrète. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce manque de clarté parfois de présentation ? Oui, effectivement, je pense que par peur, on a tendance à devenir un peu le thérapeute fourre-tout ou on se spécialise pas forcément et donc du coup, notre message n'est pas clair. Du coup, les prospects ne nous trouvent pas parce que on fait aussi bien des troubles du comportement alimentaire que de la dépression. Et voilà, on est un peu tout. Et dans ça, ça manque de clarté et du coup, les personnes ne savent pas vraiment si on va répondre réellement à leurs problèmes. Et par exemple, si un psy qui nous regarde, comment peut-il savoir si son message est clair ou bien s'il est trop diffus, trop général ? Quels sont les points clés qui peuvent l'aider en fait à regarder comment véhiculer un petit peu mieux sa spécialité, sa manière de travailler ? Comment est-ce qu'il peut faire pour détecter si sa présentation elle est cohérente, elle est correcte et assez précise pour les futurs patients ? Je pense qu'il peut se permettre de faire un test tout simple, de se dire je vais me regarder devant un miroir, préparer un pitch de moins de 1 minute 30 et si en moins d'1 minute 30 il arrive vraiment à être concis, clair et à répondre à une problématique, du coup il y a de grandes chances qu'en face les personnes comprennent. Cependant, s'il n'arrive pas à réaliser cet exercice, s'il est vite flou, s'il se perd même lui quand il essaye de se présenter, bien c'est que peut-être qu'il a à retravailler sa présentation, et puis se rendre compte qu'il faut peut-être juste choisir 2 ou 3 spécialités à mettre en avant, même s'il en a d'autres, en fait, mais c'est ça qui permettra aux personnes... En fait, des fois, on pense que d'être un peu fourre-tout, ça va nous ramener le plus de monde, et en fait, c'est l'inverse, parce qu'il vaut mieux se spécialiser sur 2-3 domaines, et par la suite, finalement, le reste suivra, parce qu'il y aura le bouche à oreille, etc. Mais le fait d'avoir été clair dans ce que l'on propose et les problématiques auxquelles on veut répondre va permettre de se différencier, finalement. Oui, d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de domaines différents, pas seulement celui appliqué au secteur de la santé mentale, mais effectivement, se spécialiser peut vraiment aider à se démarquer en tant que professionnel, ne serait-ce qu'en ligne. En fait, on va pouvoir se démarquer sur des mots-clés, par exemple. Donc, c'est vraiment important, effectivement, cet aspect-là. Et j'imagine que vous conseillez aussi d'éviter vraiment le jargon technique et vraiment dédié au secteur. L'idée, c'est de vulgariser au maximum. Tout à fait. Le mieux, c'est vraiment de vulgariser, qu'une personne lambda qui n'a aucune formation en psychologie puisse comprendre ce que l'on veut dire et ce qu'on veut lui apporter, en fait, finalement. Donc vraiment, oui, éviter le jargon trop technique qui va perdre les personnes et qui ne vont pas comprendre, en fait, tout simplement.
Et quand on débute, quand on lance son cabinet, il y a vraiment forcément une crainte économique au tout début, quand l'agenda n'est pas encore rempli. Dans ces cas-là, comment fait-on pour ne pas céder à cette pulsion en fait, de vouloir prendre parfois n'importe quel patient sans forcément maîtriser son cas, par exemple? Effectivement, je pense que ça, c'est le plus difficile parce que par peur, on peut justement vite partir sur ça. Mais il faut vraiment apprendre à se dire que développer un cabinet, ça demande du temps, de la patience. Et il faut l'accepter, donc aussi travailler son état d'esprit, en fait. Être prêt à avoir au début peu d'argent qui va rentrer, etc. Et se dire que ça va venir avec le temps, la patience. Et plus justement, notre message sera clair, et plus ça va permettre que le cabinet se pérennise et dure, en fait, dans le temps. Et vous, Martha, justement, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez trouvé vos premiers patients? Je crois que vous êtes lancée il y a 4 ans Oui. dans votre activité. Voilà. Comment se sont passés les débuts? Eh bien, dès le début, je me suis inscrite sur la plateforme psychologue.net, justement. J'ai aussi ouvert une page Instagram où j'ai été très actif. J'ai travaillé mon référencement avec mon site internet, avec différents mots-clés. Et puis, ma fiche Google My Business que j'ai mis en avant, etc. Et je pense que c'est un peu la combinaison de tout, mais au bout de 2 mois, j'avais déjà mes premières consultations. Ça vous a pris beaucoup de temps au début. Quelle était un petit peu la proportion du temps que vous avez dédié en fait à cette visibilité que vous avez créée au début de votre activité? Effectivement, être sur les réseaux, ça demande du temps. Donc je dirais, oui, bien 10 heures par semaine au départ, pour la création des réels, des publications, etc. Et puis il faut être là, il faut vraiment... faut que ça soit continu. Mais je pense que ça peut apporter, si on est clair dans notre message, toujours, et qu'on part pas dans tous les sens, ça peut vraiment faire la différence, en fait. Oui, alors voilà, sans effrayer effectivement les gens qui, Oui. qui nous regardent, être sur Instagram, ce n'est pas obligatoire. Non. Voilà, ce n'est pas la course aux abonnés, mais c'est vrai que voilà, de vulgariser un message en ligne auprès des patients, donner des conseils entre guillemets gratuits sur différentes plateformes, ça permet aussi de vous faire connaître, que les gens voient un petit peu votre manière de travailler et de donner confiance, puisqu'en fait la confiance c'est vraiment la clé en fait pour un premier contact pour un patient. Totalement. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que de se permettre de se dire, je me mets sur un réseau, alors Instagram, LinkedIn, peu importe, hein, on peut choisir, il n'y a pas besoin d'être de partout, mais c'est vrai que ça peut apporter un peu d'authenticité et permettre justement aux patients de nous connaître en dehors des consultations, qui on est, qu'est-ce qu'on véhicule, quelles sont nos valeurs, et de pouvoir aussi s'identifier à nous et se dire, oui, pourquoi pas, cette personne, elle me donne envie, j'aime bien ce qu'elle écrit, j'aime bien ce qu'elle dit. Donc, je dirais pas que c'est une obligation. Aujourd'hui, en ce moment, j'y suis beaucoup moins d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps, mais je trouve que ça fait une différence parce que les personnes peuvent apprendre à nous connaître, voilà, et ça casse une barrière, je pense, du professionnel un peu trop... qui est éloigné de son patient, en fait. Ça crée plus de proximité sans Totalement. forcément vous dévoiler de manière personnelle. On reste Totalement. toujours sur le côté pro, sur le côté votre pratique, votre cadre thérapeutique. Voilà, on n'est pas non plus en train de dévoiler. Oui, toute sa vie. Non, c'est pas le but. sur les réseaux. On n'est pas influenceur. Hein, voilà, oui, c'est pas la même chose. C'est vrai que certains professionnels peuvent avoir cette peur et cette réticence par rapport aux réseaux sociaux souvent, mais voilà. Et en tout cas, effectivement, au début, ça a peut-être généré un petit peu de temps sur le lancement d'une page Instagram, mais effectivement, comme vous dites aujourd'hui, vous y êtes beaucoup moins. Vous avez pérennisé davantage votre activité et du coup, mais voilà, pour se lancer, effectivement, ça peut aider. Ça peut aider, mais voilà, c'est absolument pas obligatoire. Et Martha, quand les premiers patients justement peuvent tarder à arriver, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment on gère l'anxiété quand on est un jeune professionnel ou qu'on vient de se lancer? Comment gérer l'anxiété par rapport à cet agenda qui peut parfois rester vide? Effectivement, c'est, je pense, le plus difficile, et ce qui fera la différence avec les personnes qui vont vite abandonner et les autres qui vont perdurer, c'est vraiment de travailler son état d'esprit, se faire accompagner. Pour moi, un bon thérapeute a aussi fait son accompagnement, même un coaching, pour aussi aider à
à patienter, Mhm. à lâcher prise, à prendre le recul sur oui, au début, voilà, il n'y aura pas beaucoup de rentrée d'argent, etc. Donc c'est tout un travail d'état d'esprit en fait. Et pour moi, c'est indispensable, ne pas hésiter à se faire accompagner au quotidien. Peut-être aussi rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs pour pas être seul, pour voir comment les autres font, demander aux consoeurs, aux confrères. Voilà. Et puis après, de par nos formations, on connaît tous les tips un peu pour réguler son anxiété. Donc pas hésiter à les utiliser au quotidien, que ce soit la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. Et puis, voilà, je pense que l'état d'esprit de croire en soi, en fait, fait toute la différence. Oui, complètement. Et vous êtes votre premier outil de travail, donc c'est vraiment très important de prendre soin de soi quand on est psy. Quelles sont les 3 étapes clés que vous pourriez conseiller aux psys qui se lancent et qui n'ont pas encore leur agenda rempli, justement pour être visible, pour gérer son anxiété? Quelles sont les 3 étapes clés un petit peu qu'on pourrait recommander Je dirais premièrement ne pas partir seul, donc se faire accompagner, comme ça on se sent moins seul, voilà. Travailler tout ce qui est son référencement sur Google, et puis trouver soit des annuaires, soit une plateforme pour être visible, et voilà. Et croire en soi, tout simplement. Et quand on veut se faire connaître au niveau local, quand on développe son cabinet en local, est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous préconisez, par exemple, pour être visible dans une ville en particulier? Totalement. Du coup, le référencement marche encore mieux en local, donc vraiment travailler ses mots-clés, etc., c'est important. S'affiche aussi d'établissements sur Google. Et puis, ne pas hésiter à aller voir les ostéopathes, les médecins, d'autres professionnels à proximité, se présenter, distribuer ses cartes. Voilà. Le bouche-oreille, voilà. C'est un indispensable aussi, je pense. Travailler son réseau pro, évidemment. Tout à fait. Effectivement, toutes ces questions-là, justement, que l'on n'apprend pas forcément dans la formation dans le secteur de la psychologie, c'est ce qu'on aimerait aborder justement dans ce podcast. Tous ces à-côtés de la séance, tout ce qui sont les à-côtés du cadre thérapeutique, mais qui font partie en fait de la vie d'entrepreneur quand on lance une entreprise. Et voilà. Et ces choses-là, on ne les a pas forcément apprises en formation. C'est vrai. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de comment trouver ses premiers patients. On a vu que ce n'était pas forcément une question de chance, ni une question de comparaison avec les autres psys, ni d'être visible absolument partout, mais une question de cohérence et de persistance. Quelles sont aujourd'hui les 3 clés pour trouver ces nouveaux patients que vous pourriez nous communiquer ? Je dirais justement vraiment ne pas penser qu'un agenda vide signifie qu'on n'est pas compétent, pas légitime, etc. C'est vraiment travailler sur sa patience, sur son lâcher-prise, sur le fait que ça demande du temps. Vraiment, ça demande du temps de développer une activité. Donc voilà, travailler sur ça. Travailler son réseau, vraiment, parce que ça fait la différence d'être bien entouré, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et puis, travailler son état d'esprit, croire en soi, c'est indispensable pour durer. Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces questions qui, j'en suis sûre, vont beaucoup aider les professionnels qui sont en train de lancer leur cabinet ou de le pérenniser actuellement. Merci beaucoup, Martha. Avec plaisir, Elena. Merci d'avoir été avec nous et pour ces paroles si nécessaires, je retiens cette idée. Vous n'avez pas besoin d'être visible partout ou d'avoir le plus d'abonnés sur Instagram. Vous avez besoin de plus de clarté sur votre profil et vos services. On se retrouve dans le prochain épisode du podcast Du côté du psy, vivre de la psychologie. Nous continuerons à vous accompagner dans la gestion de votre activité dans le secteur de la santé mentale. Merci beaucoup et à bientôt.